Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous appelle parce que je voulais avoir une petite explication à propos d'un épisode très court de 3 minutes qui m'est arrivé il y a un peu plus d'un an. En fait, j'ai vécu un épisode qui était impossible. C'est-à-dire que je revenais en fait de chez mon guide spirituel de l'époque. En fait, il m'avait dit qu'on arrêtait parce qu'il en avait un peu marre. Et donc je prenais le métro comme d'habitude. Je rentrais dans ma station, c'est-à-dire en fait à Miroménil, et j'avais 2 stations à faire pour changer un valide. Donc je rentre dans le métro, je m'adosse à la porte en face de la porte à laquelle je suis entré. J'ai deux stations à compter, ça va, c'est pas trop long. Alors par contre, je note que ces stations, je les trouve, enfin, je me rends compte qu'elles sont quand même assez longues, que j'avais pas remarqué qu'elles étaient longues comme ça. Voilà, bon. Au bout de 2 stations, je sors et en fait, je me rends compte que je suis de nouveau à Miroménil. Voilà, c'est c'est ça qui s'est passé. Donc c'est quelque chose de complètement. Non, non, je comprends aussi ça. Très bien. Oui. Ah oui, oui. Petite question quand même, vous prenez pas de substance particulière, Non, pas du tout, vous êtes non. pas sous médicaments, Non. vous avez jamais présenté d'épisodes particulièrement bizarres, non. Non, absolument Bon, pas, non. bon, Enfin, c'est sûr que je suis un petit peu, on va dire un petit peu en décalage. Je suis pas oui, très bien dans ma peau d'une façon générale, je suis pas bien oui, intégré. oui, mais bon, Je me cherche un peu, quoi, bah comme nous tous, je crois, oui, comme tous les gens intelligents, on essaie ouais. de chercher, oui. Ouais, ouais. Et là, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'arrivera plus jamais. Enfin, c'est tellement. Non, là, vous avez eu un épisode amnésique. C'est à peu près la même chose que j'expliquais antérieurement à cette personne qui nous a, je crois, comment elle Oui, s'appelait, Jacqueline, je crois. c'est pour Oui, ça que Jacqueline, il me Jacqueline. semble. ça me rappelle ça un peu. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes rentré pour des raisons qui sont difficiles à comprendre, peut-être enfin, vous êtes rentré dans une transe, c'est-à-dire une transe qu'on pourrait appeler hypnotique, mais enfin une transe tout court. Vous êtes rentré dans un automatisme, c'est-à-dire que votre inconscient a pris le contrôle. Euh, vous, vous êtes rentré dans une transe profonde, c'est-à-dire que votre conscience habituelle a disparu. Vous étiez en automatique. C'est un petit peu comme du somnambulisme, si vous voulez. D'ailleurs, l'hypnose au 19e siècle, on l'appelait aussi le somnambulisme, en fait. Et vous vous êtes comporté tout à fait normalement parce que vous étiez sous le contrôle de l'inconscient. Et puis, d'un seul coup, l'inconscient vous a fait sortir de votre transe et vous vous êtes retrouvé à l'endroit, Mais au point de départ. au point de départ. Alors qu'il avait pris la rame pourtant. Oui, oui, mais c'est presque une plaisanterie que une partie de lui a fait à l'autre partie. Ça ressemble vraiment à une plaisanterie. Et ça arrive souvent. Hein. Mais en Hein. fait, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'en fait, je suis pas rentré dans le métro, c'est ça que ça veut dire ou quoi? Je ne comprends Ah pas si, ce qui s'est si, passé. je crois que vous êtes rentré dans le métro. Je crois que vous avez parcouru une certaine distance. Et fait Je crois que demi-tour. vous avez fait demi-tour et vous êtes reparti à votre point de départ. Mais vous savez, Mais vous n'étiez pas j'ai regardé conscient. ma montre, par rapport aux horaires, c'est pas possible Ah bon? que je sois revenu au point de départ, en fait. Alors vous n'êtes peut-être pas montré dans le métro. Peut-être vous êtes resté sur le quai, c'est possible. Vous êtes rentré en transe, vous êtes resté sur le quai. Ça c'est C'est-à-dire possible. qu'à aucun moment, il y a rien qui permet de savoir à quel moment j'aurais rêvé, quoi, en fait. Parce qu'en fait, pour être plus précis, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2 stations, donc je sors, en fait, c'est pas exactement ça. Au bout de 2 stations, je vois Miroménil de nouveau affiché. Enfin, au moment où je veux sortir, je vois qu'il y a de nouveau Miroménil. Et en fait, sur le coup, je réalise pas que c'est incohérent. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un problème. Donc du coup, je sors du métro. C'est-à-dire que je vois que c'est pas logique. Je me dis, j'ai dû me planter de direction, je sors. Et c'est après, c'est une fois que je suis sorti. Oui, oui, oui. Parce que Mais comme sinon, vous évidemment, étiez, j'aurais oui, interrogé les gens dans la rame. Sinon, oui, mais vous étiez en transe, donc obligatoirement vous êtes sorti de transe. Mais quand on sort de transe, il y a quand même un temps d'adaptation où le système logique n'est pas encore activé. Donc vous êtes sorti sans panique, sans angoisse, et puis tout d'un coup vous êtes rendu compte de la chose. Et combien s'était-il écoulé de temps sur votre montre? Vous avez une idée? ah oui, c'est écoulé 3-4 minutes, C'est quoi. ça, bah, pendant 3-4 minutes, vous avez fait une transe. Ce qui prouve que vous êtes facilement hypnotisable et que vous pourriez vous hypnotiser vous-même et rentrer dans cet état quand vous le souhaitez, quand vous en avez besoin.
Et là, vous êtes rentré dans cet état. Alors pourquoi ce jour-là, à ce moment-là, dans ce métro-là, là, je suis Et incapable alors, de il y vous avait le dire. aussi des baisses de tension. Enfin, je sais que j'avais observé que dans les deux stations, donc qui me semblaient longues aussi, qu'il y avait un peu une baisse de tension. C'est-à-dire que l'éclairage n'était pas très fort dans le métro, parce que c'est ce qui arrive effectivement parfois. Bon, voilà. Alors attention, parce que c'est un point important. Ça a pu jouer sur votre perception. Et le décalage entre plus lumineux et moins lumineux peut vous avoir mis en hypnose. Ce qui prouve que vous êtes très hypnotisable et que c'est une qualité que vous pouvez travailler en vous pour l'utiliser pour plein d'autres choses. Mais pour moi, c'est clair. Vous avez fait une transe passagère. Bon, vous n'avez jamais eu de problèmes cérébraux, on n'a jamais diagnostiqué chez vous une quelconque maladie cérébrale, etc. Ah non, sauf Non, que bon. parfois je fais des paralyses du sommeil la nuit, mais sinon... Ah, attendez, enfin, ça dans les semaines, c'est dans intéressant ce que vous dites. Vous faites des paralysies du sommeil, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être paralysé. C'est ça? Oui, avec hallucinations de toutes sortes. Ça peut Ouais. arriver sporadiquement, oui, depuis fort longtemps. Alors, Ça ce fait sont 47 des hypnoses ans. spontanées que vous faites et ça n'a absolument aucun caractère de gravité. C'est que vous êtes extrêmement hypnotisable. Et je vous félicite parce que c'est plutôt positif. Ouais, bah, j'aimerais Enfin, bien utiliser peut-être cette faculté, mais... Il faut apprendre à l'utiliser. Si vous faites des paralysies du sommeil, je sais exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes... Alors là, vous êtes légèrement somnambulique. C'est-à-dire que vous avez une tendance à au somnambulisme. Mais le somnambulisme est une forme d'hypnose. Donc tout ça se tient. Pour moi, c'est clair. Vous êtes somnambulique. Si vous laissiez aller votre somnambulisme, vous pourriez même marcher pendant votre sommeil, mais bon, heureusement, ça ne se produit pas parce que votre cerveau vous paralyse, ce qui est le cas de tout le monde. Tout le monde est paralysé pendant qu'il dort. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ne se lèvent pas. Il y en a qui bougent parce que la paralysie n'est pas parfaite, mais le fait que vous fassiez des paralysies du sommeil est extrêmement lié à ce qui vous est arrivé ce jour-là dans le métro. Donc je vous remercie de m'avoir parlé de ça, ça m'éclaire encore plus. Mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je peux en faire, parce que... Il faut apprendre l'hypnose. Apprendre l'hypnose. Mais à mon avis, vous pouvez vous mettre en hypnose, ou on peut vous mettre en hypnose avec une facilité extraordinaire. Parce que moi c'est marrant, parce que moi, je suis particulièrement convaincu du contraire, parce que je suis Ah oui. vraiment le genre de personne qui est... Enfin, Oui, je connais jamais d'absence, à l'histoire. part cet épisode-là. Je suis Oui, vraiment oui. quelqu'un, même quand j'ai beaucoup bu, finalement, je me rappelle de tout, et puis... Oui, non, mais je connais parfaitement ça. Oui, c'est ce que disent tous les gens qui sont hypnotisables et ils pensent qu'ils le sont absolument pas. Et puis ils se réveillent sur mon fauteuil une heure après, ils se demandent ce qui s'est passé. Et avec un grand sourire, je les félicite parce que c'est une qualité. Pouvoir s'hypnotiser soi-même ou pouvoir être hypnotisé, c'est très très bien. Parce que ça nous permet de faire plein de choses qu'on ne pourrait pas faire normalement. Donc il faut apprendre, voilà. Mais pour moi, c'est clair, c'est ça qui vous est arrivé. Et vous avez des suggestions pour apprendre l'auto-hypnose? Parce que c'est... Il y a plein de bouquins là-dessus. Hein, il suffit de regarder sur Internet, auto-hypnose, vous allez voir, il y a plein de bouquins. Et puis si vraiment vous allez plus loin, vous apprenez l'hypnose dans une école. Il y a 5 ou 6 écoles à Paris qui apprennent l'hypnose. Et c'est très sérieux, c'est pas du tout un truc de malade, c'est un truc très, très scientifique, très précis et qu'on utilise très bien dans la vie quotidienne. Pour moi, c'était vraiment un voyage en 4e dimension, hein, ce qui m'est arrivé. Non, pas du tout. C'était un réalisme tellement Oui, total, mais c'est une possibilité normale de votre cerveau, sauf qu'on n'a pas l'habitude de s'en servir. Voilà. C'est comme de téléphoner au volant de sa voiture. Ouais. On est concentré sur la conversation et pourtant on arrive à notre point d'arrivée, on ne sait pas trop comment on a fait. On a passé les vitesses, on s'est arrêté au feu. Ouais, enfin, c'est pas à conseiller. Hein. Non, mais c'est dans ce cadre-là. C'est une dissociation. Ouais. Alors la dissociation peut être plus ou moins forte et peut se traduire par une amnésie ou une perte de conscience. Hein. On peut perdre conscience, mais vous continuez en automatique comme si de rien n'était. C'est-à-dire que c'est votre inconscient qui prend le contrôle. Voilà Nicolas. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Nous accueillons Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir monsieur. Je voulais vous demander, parce que vous parliez de cerveau, des manifestations cérébrales. Je ne pensais pas que ça existait, les dédoublements de personnalité. C'est en parlant de mon mari, parce qu'il a subi 3 pontages cardiaques. Enfin, de toute façon, avant, c'était pareil. Il avait des manifestations, quand même, des accès de colère. Et là, avec
qu'après ça, après ces trois pontages, il tapait tapait la tête contre les portes devant moi. Bon, je voulais pas appeler les pompiers, il va se faire du mal et tout ça. Et j'ai pensé que il avait certainement, c'est pas de la démence, ce serait pas, est-ce que vous parliez de soins de sismothérapie contre des dépressions ou Ah, ou les gens qui surtout pas seraient en avec un même temps de triple pontage. la psychophrénie, Non, spicophanie, c'est pas ça. Écoutez, surtout pas avec un triple pontage cardiaque, la sismothérapie, ça surtout pas. Surtout pas. D'ailleurs, la cystothérapie. Ah, non, oui. non, la sismothérapie. Non, ce qui a pu se passer, je Et une pense, arythmie cardiaque, l'hypnose ne peut rien faire dans ces cas-là. Non plus. si l'arythmie est légère et si elle est prise à temps, si, mais pas Attendez, après un je vous triple. entends presque plus. Bah, j'ai de moins en moins de voix, c'est sûr. Oui, oui, je m'en doute. Excusez-moi, je suis désolé. Je vais essayer de vous répondre d'une façon concise. Parce Si que j'ai un petit peu l'arythmie l'oreille qui cardiaque, fait défaut. Claudine, s'il vous plaît. Oui. Daniel vient de vous dire qu'il va vous répondre d'une façon concise, donc laissez-le Oui. finir et puis vous aurez l'occasion de commenter ses propos après. Merci. Oui. alors si l'arythmie cardiaque est débutante et qu'il n'y a pas eu de triple pontage, l'hypnose peut aider à rétablir quelque chose qui se rapproche plus de la normale au niveau cardiaque. C'est vrai, parce que souvent des arythmies cardiaques peuvent être à base psychosomatique. Oui, c'est ce qu'on m'a Mais dit. après un triple pontage, l'hypnose ne peut rien faire, malheureusement, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une maladie cardiaque qui a été traitée par Oui. d'autres moyens. Oui. En ce qui concerne les accès un peu de fureur, hein, d'après ce que je comprends, de votre mari, ça peut Oui. provenir justement du cœur, c'est-à-dire que le cœur, travaillant plus ou moins bien, envoie plus ou moins de sang au cerveau, et à ce moment-là, il y a un manque d'oxygénation. Ah oui, c'est ce qu'on Et les m'avait dit. médecins savent très bien que le manque d'oxygénation du cerveau peut entraîner des troubles qui peuvent apparaître comme des troubles psychotiques. Mais ce n'est pas des troubles psychotiques, ça vient uniquement du fait que le cerveau n'est pas suffisamment bien irrigué. Oui. Voilà. Ah oui, oui. Mais c'est transitoire. En général, ça disparaît assez vite une fois que le cœur remarche à peu près normalement. Voilà ce Oui. que je pense sur ce que vous me... Et le dédoublement de personnalité, c'est-à-dire que je connaissais une personne avant lui, et cette personne, ça se passait pas très bien avec lui. Et qu'est-ce que vous appelez un dédoublement de personnalité? Comment? Je suis pas sûr que je comprends ce que vous appelez un dédoublement de Un personnalité. dédoublement de personnalité, eh bien, c'est qu'il reproduit les mêmes choses, les mêmes mots, les mêmes choses que cette personne, alors qu'il ne faisait pas ça au début quand je l'ai connu. Alors ça, Ah, c'est je peux compliqué. pas, là, je peux pas vous répondre parce que pour moi, c'est pas ça un dédoublement de personnalité. Comment? Non, vous êtes en train de dire que il imite quelqu'un. C'est ça. Il imite, c'est-à-dire il prend les attitudes de quelqu'un que vous connaissez. C'est ça? Oui, moi je connaissais, pas lui. Alors là, je peux pas vous dire, là, vraiment. Là, Ça je veut peux dire pas- que cette personne a une puissance, la personne que je connaissais a une telle puissance psychique, peut-être un peu maléfique, qu'elle arrive à... Elle est décédée maintenant, mais ça continue. Non, mais c'est vrai. Ce que Là, je ça vous dis. m'échappe. Là, pour le Je coup- pense que Laurent, il est plus Mais apte. à non, répondre. non, enfin, moi, la première chose, c'est puisqu'on a parlé à un moment donné du prêtre psychiatre de la cathédrale Notre-Dame, L'exorciste? bah, pourquoi pas? Si effectivement, pour vous, c'est une évidence, votre mari n'ayant pas connu cette personne étant décédée, et que votre mari prend les traits de cette personne, ou en tout cas les tics, ou les mimiques, ou les propos, ou les gestes de cette personne décédée, il serait intéressant, effectivement, à mon sens, d'aller demander éventuellement à ce prêtre. Pourquoi pas? Faire Après, un exorcisme? Pourquoi pas? Oui, c'est-à-dire il serait habité par l'esprit de... C'est pas impossible. oui. Bon. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, comme Ça, c'est même sûr. vous parliez de Dieu, de religion, mais je sais pas, je ne savais pas que ça existait. Moi, Bah non, j'entendais mais... parler, mais je ne savais pas. Je savais pas que cette chose-là pouvait. Mais j'en suis victime. Je suis très, très affligée. Oui. Très affligée. Et je savais pas que ça pouvait se faire.
Mais Écoutez, malheureusement, moi non plus. Et je ne oui. peux pas vous répondre en ce qui me concerne. Laurent vous a répondu en disant que vous pouvez tenter un exorcisme si vous pensez que c'est l'esprit de la personne qui habite. Mais je peux pas. Là, vraiment, là, Parce que son esprit est affaibli par les 3 pontages. Oui, alors il y a aussi Très ça, affaibli mais par quelque chose. oui, mais ce qui est bizarre, Il a c'est eu un qu'ils traumatisme reproduisent. crânien avec Hmm. 3 heures de coma aussi à l'âge de 17 ans. Il est tombé d'une très haute Oui, mais ça hauteur. explique pas qu'ils reproduisent quelqu'un qui n'a jamais vu. C'est assez étonnant. Attendez, je vous entends plus, ça y est. Allô? Oui, Claudine. Donc, malgré ce que vous venez de dire, ça n'explique toujours pas pourquoi votre mari reproduirait des gestes ou paroles d'une personne que vous avez connue qui est décédée depuis et que Eh votre oui. mari n'a jamais connue. Ça n'explique pas. Donc, la Eh oui. seule option que je peux vous proposer, c'est celle que je vous ai dit, hein. Je ne vois pas d'autres possibilités, hein. Même, et j'entends très bien que ça puisse soit faire peur, soit déstabiliser, parce que ça fait pas partie de nos croyances dans notre monde très rationnel. Mais pour le coup, Oui. puisqu'on a mentionné tout à l'heure un psychiatre qui de surcroît est prêtre exorciste à la cathédrale de Notre-Dame, voilà, là pour le À coup, la vous avez... Fédération Notre-Dame? À la cathédrale Notre-Dame, à Paris. Ah oui. Donc allez voir. Je peux pas vous dire plus, je pourrais pas vous dire autre chose. Ah oui. Mais écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir Claudine. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Christelle avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Christelle. Cristal. Cristal. Oui. Ah, mais je connais une Cristal. Je sais pas si c'est vous. Non, c'est Non. pas moi. C'est joli Cristal. Merci. Déjà, je suis désolée, je voulais absolument écouter votre émission, mais je me suis endormie. Ah bah, Je suis déçue. je vous ai endormi. C'est bien. Non, pas du tout. Je suis endormie juste avant. Sinon, je peux me permettre de vous poser une question, même si je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas. Allez-y. Alors, en fait, en ce moment, je m'intéresse énormément à la synchronicité. Mhm. Et donc, je voulais savoir si votre avis concernant les recherches qui avaient été effectuées par Pauli Gustav Jung et Pauli sur la synchronicité, si vous en avez entendu parler. Oui. Écoutez, comment vous dire? J'ai pas une opinion extrêmement arrêtée parce que, heureusement ou malheureusement, je sais pas pourquoi, mais je suis plutôt scientifique de formation et j'ai une approche des phénomènes un peu inexpliqués qui est quand même lente et prudente. Mais je suis très intéressé par cette théorie de Jung qui semble quand même trouver écho dans la... Bon, je sais qu'on en parle beaucoup, c'est le chou, la tarte à la crème actuelle, mais la physique quantique. La physique quantique semble émettre une résonance dans les travaux que font les physiciens à l'heure actuelle sur cette notion de synchronicité, puisque selon la physique quantique, l'univers est interconnecté entièrement. C'est-à-dire que rien n'est isolé. Tout serait en... Mais à notre petit niveau, à nous, dans notre perception dite normale, il est évident qu'on ne détecte pas cette interconnexion tous les jours. Mais il y a des moments où effectivement il faut reconnaître qu'il y a des choses troublantes. Et je me souviens, moi, de choses qui me sont arrivées qui étaient effectivement au niveau de la synchronicité, mais même dans le quotidien, combien de fois ça m'est arrivé de fredonner une chanson et puis de mettre la radio et la chanson passait. Et ça arrive à tout le monde. Alors, quand j'en ai parlé à des amis, on m'a dit « Oui, mais tu as perçu inconsciemment que chez le voisin qui était branché sur la même radio, la chanson passait, tu ne l'as pas perçue consciemment, et donc quand tu as ouvert le poste, tu as pensé que c'était une synchronicité. » Malheureusement, j'ai pas de voisin. C'est-à-dire j'ai la chance d'habiter un endroit où j'ai un voisin proche, mais il n'écoute jamais la radio, et mes voisins sont très loin. Donc c'est pas possible. Donc je dois reconnaître qu'il y a des phénomènes de synchronicité, j'y crois absolument, et je pense que la science finira par comprendre
que tout est interconnecté. Bon, c'est une intuition qu'on a tous, que la plupart des gens qui s'occupent de spiritualité ont. Ça n'a pas été démontré encore scientifiquement. La physique quantique s'en approche, bien sûr, mais à certains niveaux de très petits. C'est-à-dire, arrivé au-delà de l'atome, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'objets isolés, que tout est interconnecté. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux en dire dans l'état actuel de mes connaissances et dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Mais pour répondre à votre question, oui, j'y crois beaucoup et je trouve que Jung a eu des intuitions géniales, comme beaucoup de grands chercheurs, avant tout le monde. Et puis maintenant, j'attends que quelqu'un veuille bien le prouver et l'utiliser, parce que c'est bien de le prouver, mais après, il faut l'utiliser d'une façon intelligente. Voilà. D'accord, oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il avait quand même fait un travail avec Pauli, qui est un scientifique justement de... Oui, qui était justement dans la physique quantique, Pauli. Voilà. C'était au début du siècle, oui. C'est-à-dire que c'était avant, maintenant les recherches sont beaucoup plus poussées. Mais j'ai lu sur ses travaux avec Pauli, sur la synchronicité et comment Pauli les avait expliqués lui-même. Ouais. Parce que j'ai l'impression que quelque part, l'hypnose, c'est comme une synchronicité, puisque ça relie quelque part la personne à l'inconscient collectif. Bah, j'en sais rien. Non? J'en sais rien. Pour vous, est-ce que c'est ça? C'est quoi l'hypnose? Non, pour moi, c'est un état normal de l'esprit qui se dissocie à un moment donné pour permettre à l'inconscient de la personne, c'est-à-dire pas l'inconscient collectif, l'inconscient de la personne, c'est-à-dire la partie inconsciente du cerveau, d'agir avec profit sur l'esprit de la personne. Voilà pour moi ce qu'est l'hypnose. Alors l'inconscient collectif, c'est en dehors de ça. Ça serait donc la théorie de Jung que nous sommes tous rattachés à une sorte de grand esprit, en fait, qui couvrirait la planète. Et bon, oui, très intéressant aussi. Surtout pas à rejeter, en tout cas. Oui. Donc si je comprends bien, en nous-mêmes, on est trois, quoi, si je comprends bien. Oui. Alors, c'est bien ce que vous venez de dire, parce que ça c'est très très bien. C'est exactement ça. Notre impression d'être moi, c'est une impression. Mais en fait, on est beaucoup plus qu'une seule personne à l'intérieur, et il est possible qu'on soit une collection incroyable de moi. Mais ça, bon, là aussi, disons que, oui, mais c'est vrai que, par exemple, sous hypnose, le moi précis de la personne disparaît. Il y a autre chose qui vient, et cette autre chose est plus connectée à l'ensemble. Donc ça irait dans le sens de Jung. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé l'hypnose avec justement l'intervenante de Laurent. Et c'est vrai qu'on a cette impression d'être conscient, on est dans un corps très lourd. Vous avez essayé ça avec qui? Avec Claire Hubert-Cal. Ah, je ne savais pas. Ah bon, d'accord. Oui. Oui, vous êtes très lourd et vous avez l'impression, vous êtes consciente, mais vous êtes dans un état modifié de conscience. Oui. Voilà, mais c'est normal qu'on se dit toujours, en étant conscient, non, ça va pas marcher ou j'y crois pas trop. Oui, parce qu'il y a des défenses que notre esprit rationnel met pour justement qu'on pète pas un câble et qu'on commence pas à partir dans ce qu'on pourrait penser être de la folie ou de l'inconséquence, etc. Il y a des défenses en nous rationnelles. Et c'est très bien qu'il y en ait. Donc à force de le faire, peut-être que ça tombe aussi, non? Ah oui, à force de pratiquer, on finit par rentrer dedans très facilement, sans se poser de questions, juste comme un état normal. D'accord. Voilà, un autre état de la conscience. Et j'ai une dernière question. Est-ce que actuellement vous aurez un ouvrage à conseiller au niveau de la lecture Sur quoi? Sur ces états modifiés de conscience. Oh, il y en a plein, mais franchement, je ne voudrais pas vous donner un ouvrage plutôt qu'un autre, mais il y en a énormément. Je sais que le dernier qui a vraiment retenu mon attention, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, mais vous n'étiez pas à l'écoute. C'est Mario de Beauregard. D'accord. C'est un Canadien, et le livre s'appelle... Du cerveau à Dieu, notamment. Du cerveau à Dieu, c'est ça. Ça a été traduit comme ça, et en anglais, c'est The Spiritual Brain. C'est très bien fait, et ça explique toutes les recherches à l'heure actuelle sur les états modifiés de conscience, y compris l'hypnose, y compris tout ça. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Bonne soirée, Cristal. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Goldschmidt. Bonsoir, monsieur. Pardon.
Donc j'aurais plein de questions à vous poser, mais je vais vous en poser quelques-unes seulement. Une première question d'ordre clinique. J'étais, un peu surpris tout à l'heure quand vous parliez des différentes psychoses, enfin des quelques psychoses qu'on pouvait relever. Alors je crois savoir bien sûr que les classifications sont sujettes à évolution, voire même qu'il n'y a plus de classification du tout par moment. Mais bref, ce qui m'a surpris, c'est que, et c'est l'objet de ma question donc, c'est que vous avez parlé assez largement de la schizophrénie, et s'agissant de la paranoïa, sauf erreur de ma part, hein, vous l'avez évoqué comme étant un épiphénomène ou une espèce de sous-produit de la schizophrénie. Or, il me semblait, mais peut-être que je me trompe donc, qu'on faisait une distinction, en tout cas dans certains cas, entre schizophrénie et paranoïa. La paranoïa, donc, se caractérisant, me semble-t-il, principalement de deux manières, c'est-à-dire le sentiment de toute puissance d'une part, enfin le délire, un délire de toute puissance, ou bien est un sentiment ou un délire de persécution. Voilà donc mon questionnement. Alors, vous avez plusieurs formes de paranoïa. C'est pour ça que comme on n'a pas fait vraiment un cours de psychiatrie appliquée, on a survolé. Donc vous avez raison dans ce que vous dites. Vous avez raison, vous avez tort. Il y a la schizophrénie paranoïaque, qui est une forme de schizophrénie, où la personne donc est à la fois schizophrène, c'est-à-dire coupée en morceaux, hein, selon la définition grecque, et également paranoïaque, c'est-à-dire elle souffre de paranoïa schizophrénique ou de schizophrénie paranoïaque. Donc ça, c'est un des aspects de la schizophrénie. Une grande partie des schizophrénies s'accompagne de paranoïa. C'est pour ça qu'on parle de schizophrénie paranoïaque. Et puis vous avez la paranoïa pure, c'est-à-dire détachée de la schizophrénie, qui existe également. Donc vous avez raison. Il y a ce qu'on appelle la paranoïa. Effectivement, comme vous le dites très bien, ça s'accompagne soit d'un délire de grandeur, ce qu'on appelle le délire de grandeur. Vous avez la paranoïa de persécution. Il y a plusieurs types de paranoïa. Oui. Vous avez la paranoïa quireyante, c'est-à-dire la paranoïa où la personne poursuit en justice un certain nombre de sujets qu'elle a choisis. Vous avez employé quel terme là? J'ai mal Quireyante. Pardon? Quireyante. Ah d'accord. Ou kerliante. Oui. Si je me souviens, hein, parce que ça fait un moment. Donc ça, c'est une paranoïa qu'on trouve chez les gens âgés où ils vont poursuivre tout le monde en justice, vous savez. Hein, donc... Un côté procédurier. Oui, voilà. Les procéduriers poussés à l'extrême. Voilà, oui. alors ça, c'est un autre type de paranoïa. Vous avez la mégalomanie paranoïaque, qui s'accompagne donc d'une impression de toute puissance mêlée à un sentiment d'énorme méfiance pour autrui. Le tout s'accompagnant d'une grande culpabilité, enfin c'est compliqué. Oui. Et je crois qu'il y en a. Je me souviens plus très bien de mon étiologie parce que vous m'excuserez, mais ça fait quand même un moment. Mais c'est ça. Bien. Alors vous avez raison. J'avais envie simplement d'avoir non, mais vous avez raison. Il y a la schizophrénie. Supplémentaire. Mais vous avez très bien fait d'appeler. D'ailleurs, quand je l'ai dit, quand j'ai parlé de la schizophrénie paranoïaque, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on parle aussi de la paranoïa qui n'est pas schizophrénique, et puis on a embrayé sur autre chose. Donc, mais je m'étais fait la réflexion en disant, là on est incomplet là-dessus, donc je suis ravi que ça prouve que vous nous écoutez et que vous suivez ce que l'on dit, c'est très bien. Oui, quand même. Alors vous avez plusieurs types de paranoïa, effectivement, mais depuis quelque temps, d'après ce que j'ai lu, il semblerait que la plupart des paranoïas soient schizophréniques, c'est-à-dire que alors, est-ce que c'est les psychiatres qui se sont rendus compte que la plupart des paranoïas étaient schizophréniques et qu'avant, on s'en rendait pas compte? Ou est-ce que c'est parce que, vous savez, les maladies, c'est comme la mode. Par exemple, il y a énormément de maniaco-dépression depuis quelque temps, alors qu'il y en avait beaucoup moins avant. Pourquoi? On ne sait pas. À un moment aux États-Unis, la grande mode dans la psychiatrie, c'était les états multiples, c'est-à-dire
les différents, enfin ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les différents mois, Les multiples facettes. ouais, les personnalités multiples. Voilà, oui. Bon, et puis ensuite il y a eu d'autres théories parce que les psys sont comme ça, hein, ils aiment bien, parce que comme c'est pas une science totalement exacte quand même, hein, à part les médicaments, Oui, oui. donc ils ont commencé à dire, mais ça n'existe pas. D'accord. Les personnalités multiples, c'est un mythe qui arrange bien les psychiatres, mais en fait, ça n'existe pas. Depuis D'accord. quelque temps, on revient là-dessus et il semblerait quand même que les personnalités multiples, hein, le syndrome de personnalité multiple existe en fait. Bon, enfin, vous voyez, c'est un peu comme ça. Remarquez, c'est bien, ça évolue, ça bouge. D'accord. Bon, Alors, mais c'est j'avais- vrai que la paranoïa, par exemple, on donne à peu près les mêmes médicaments que pour la schizophrénie. Mhm. Donc le traitement de la paranoïa semble être très très proche de la schizophrénie. Donc on les associe, c'est ça aussi, hein. Oui, en fait, ça peut se comprendre. Enfin, moi, je ne suis pas psy, hein. Je m'intéresse à ces questions. Ben, je Bon. suis pas psychiatre non plus, hein, mais bon, Oui, oui, non, je suis mais obligé de suivre vous êtes l'affaire, quoi. beaucoup, Oui, parce que comme je travaille au chevet des beaucoup patients, mieux loti que moi en la matière, ouais, mais, ouais. mais je veux dire, le simple bon sens, peut-être, Oui, oui. amène à considérer que qui dit paranoïa dit à la base une forme de délire de toute façon. Ah Hein. oui, oui, mais ça, ce sont Donc, des psychoses, hein, c'est le groupe des psychoses, quoi. oui, oui, Donc il y a du délire de toute il y a façon. du délire, Ah donc oui. une base schizophrénique, effectivement. Non, non, parce que vous avez des affections où il y a du délire et c'est pas que de la schizophrénie, hein. Vous avez des affections psychiatriques où il y a du délire, mais du délire non schizophrénique. C'est-à-dire le Oui, délire est en général très, très caractéristique de la psychose, oui, hein. C'est d'accord, le groupe des psychoses dans lequel on met la schizophrénie, la paranoïa, les états multiples, la maniaco-dépression malheureusement, qui est quand même d'accord. très souvent psychotique, et enfin pas mal de choses comme ça, hein. Alors maintenant, si je peux me permettre, Laurent, Oui, oui, vas-y, je t'en prie. d'accord, merci. Au sujet des états de conscience maintenant, ça c'est une question qui m'intéresse davantage en fait. Bon, moi j'ai connu un certain nombre d'expériences, enfin j'ai été le sujet d'un certain nombre d'expériences. Bon, je ne m'étalerai pas là-dessus ce soir, mais donc je connais ce qu'on peut appeler les états modifiés de conscience. J'en ai connu par exemple sous forme de plénitude. J'ose pas dire de béatitude, je vais dire simplement de plénitude. J'ai connu des synchronicités aussi, anodines ou pas du tout anodines. J'ai connu aussi, enfin au moins une sortie hors du corps qui est survenue comme ça sans que je le cherche. Voilà, donc je m'intéresse à ces questions. Et pour en revenir à l'émission, à ce qui a été dit, euh, vous avez employé par exemple l'expression souvent d'état, que je ne dise pas de bêtises, d'état mystique, hein, Oui, souvent. oui. Alors je voudrais savoir si pour vous, le fait de dire état mystique ou état d'éveil, j'entends état d'éveil partiel et temporaire, il ne s'agit pas il s'agit pas que tout le monde soit un Bouddha, hein, mais bon, bref. Est-ce que pour vous c'est synonyme plus ou moins? Ou est-ce que vous faites une distinction? Non, c'est pas synonyme. Qu'est-ce que vous pourriez dire alors à ce sujet? Moi, je crois que l'état d'éveil est un état. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont connu disent que c'est un état qui finit par être banal, c'est-à-dire que la personne rentre dans une perception qui se maintient. Donc, c'est une perception du monde qui se constitue, qui se structure et qui devient quasi permanente, Oui, sans qu'il y ait trop d'émotionnel associé. C'est-à-dire que la personne n'est plus en décalage avec elle-même, donc avec ses émotions, donc elle vit dans cet état de réel, hein. On pourrait appeler ça l'état de réalité, c'est-à-dire qu'elle perçoit le réel. Et l'état mystique, c'est un état de transe temporaire dans lequel l'émotion est extrêmement présente. mhm, La personne est agitée par justement des perceptions qui lui provoquent soit des émotions de grande joie, soit des émotions de fusion, soit...
Mais C'est qui, pas pareil. mais qui transparaissent pas forcément d'un point de vue extérieur. Oui. Je pense notamment aux voyantes de la Vierge Fatima, puisqu'on a eu des photos d'elle, où on voit ces jeunes filles, deux jeunes filles et un garçon, qui sont, alors là pour le coup, l'état de transe, à savoir, voire de catatonie, en tout cas au niveau du visage, se regardent dans le vide, sans expression particulière. Quand elles en sortent, elles précisent bien qu'il y avait cet état de béatitude, mais pourtant d'un point de vue extérieur, rien ne pourrait laisser transparaître qu'il y avait cette joie ou ce sourire radiant. Non, c'était autre chose, hein. Oui, oui. Mais il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Et je pense que enfin, je pense, j'imagine que l'état d'éveil est un état où il y a une harmonisation complète de la perception, de la conscience, et donc, oui, presque une banalisation de cet état, c'est-à-dire que la personne est éveillée et elle le reste un bon moment, quoi. Peut-être toute une journée. Après, il peut y avoir des descentes, j'imagine ça comme ça. Oui. Mais Euh, ce que vous évoquez là, ce sont les états d'éveil établis oui, définitivement. oui, c'est ça, oui. Hein. Bah, ce qu'on dit de quelqu'un qui est éveillé, en fait. Voilà, Ouais, exactement. d'accord. Ou réalisé aussi, Ouais, on peut dire. c'est ça. Et ça se rattache, au bouddhisme, à l'hindouisme. Oui, C'est vrai que dans la chrétienté, par exemple, enfin du côté de la chrétienté, on parle plus de mystique que de réalisation oui. ou d'éveil. Oui, Hein. parce qu'il y a un côté émotionnel dans la chrétienté. Voilà. C'est toujours très émotionnel. Et il y a aussi de la souffrance d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, hein, Oui. dans les états mystiques de type chrétien. Tout à Moi, fait. je suis pas très versé en la matière, mais Expiatoire, il y a quelque chose d'expiatoire aussi. voilà. Oui, oui. Vous parliez tout à l'heure de Thérèse d'Avila, par Voilà, exemple. Thérèse d'Avila, c'est ça. Oui. On pourrait mentionner aussi Saint Jean de la Croix. Oui, oui, tout à fait. Les grands mystiques. Ce qu'on a Voilà. appelé les grands mystiques. Or, Oui. ces gens-là sont passés par des moments d'extase, certes, comme vous l'avez dit, comme ça a été dit, mais également, c'est ce qu'on peut lire dans des écrits de Saint Jean de la Croix, par exemple, par des moments de... Enfin, Saint Jean a écrit sur la nuit noire de l'âme. Oui, oui, les moments de doute terribles et Voilà, les moments voilà. de souffrance, oui. Donc, il y a un phénomène de mort et de renaissance, quoi. Oui, oui. Bon, voilà. Euh, Mais c'est pas bête de dire que l'éveil c'est plutôt asiatique ouais, et la mystique plutôt occidentale et chrétienne. Oui, vous avez raison. oui. Mm. Alors, une dernière question que j'avais envie de vous poser, ça concerne les sorties hors du corps. Parce que ce que je trouve intéressant, enfin particulier, dans ce type de phénomène-là, et personnellement, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Enfin, je n'ai pas lu grand-chose sur une des caractéristiques, c'est ce qui concerne le corps. C'est-à-dire que dans une sortie hors du corps, il y a un phénomène de conscience, parce que la conscience part plus ou moins loin et peut connaître différentes sensations, différentes visions. Enfin, il peut se produire des phénomènes ayant trait à la conscience proprement dite, de différentes sortes, plus ou moins agréables, bon, bref. Mais il y a également le phénomène corporel, c'est-à-dire que quand on fait moi j'en ai fait une extrêmement forte, enfin tout à fait manifeste, je veux dire. Et au moment où ça s'est produit, j'ai senti le décollement, c'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose au niveau corporel. Alors bon, on parle de différents corps subtils, etc. Bon, en tout cas, il y a un phénomène d'ordre énergétique qui se passe là. Il y a une déportation. Voilà. Est-ce que vous avez des lumières à ce sujet? Non. En ce qui me concerne, non. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais rien de ce que j'ai lu à ce sujet ne m'a convaincu. Tout ce que je peux dire, c'est que la seule chose que je connaisse très bien, c'est l'hypnose, et que dans un état profond d'hypnose, on ne sent plus son corps, c'est-à-dire on n'a plus aucun contact avec le schéma, ce qu'on appelle le schéma corporel. Mhm.
Ce qui veut dire qu'effectivement, la sensation, c'est de ne plus être à l'intérieur d'un corps. Alors, D'accord. maintenant, est-ce que est-ce que c'est très différent d'une sortie hors du corps? Je le pense, parce que les descriptions que j'en ai lues n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut ressentir en transe hypnotique. Alors maintenant, d'un point de vue purement physiologique, il est évident, alors j'ai lu ça aussi de la part de psychiatres et de psychologues réductionnistes, c'est-à-dire qui ne croyaient pas du tout ni au voyage astral ni aux sorties hors du corps. On a dans le cerveau une petite partie qui, d'ailleurs c'est amusant, mais reproduit le corps, mais à l'envers, ce qu'on appelle l'homoncule. L'homoncule. Mhm. C'est-à-dire c'est le corps déformé. Mhm. Par exemple, les mains sont très grandes puisque notre cerveau a besoin vraiment d'avoir beaucoup de points de contact avec les mains pour pouvoir diriger nos actions. Notre sexe, c'est amusant, est assez développé parce que c'est vrai, c'est une zone qui est très réactive. Bref, on a cette zone qui reproduit donc ce qu'on appelle la zone du schéma corporel. Oui. Dans certaines positions de la conscience, cette zone ne fonctionne plus. Et donc, la personne n'a plus le sensation de son corps. Alors, est-ce qu'une sortie hors du corps, c'est ça, tout simplement? C'est-à-dire que cette zone du cerveau, pour une raison ou pour une autre, ne fonctionne plus. C'est ce que prétendent ces psychiatres. C'est-à-dire, Oui. eux, ils disent, il n'y a pas du tout de sortie hors du corps, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est Oui. simplement que le schéma corporel est aboli, que l'impression, la personne a l'impression d'être une sorte de conscience désincarnée parce qu'elle n'est plus en contact à cause de son cerveau avec son corps. Bon, D'accord. alors, je dois dire que ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'était les soi-disant expériences où on laissait en évidence quelque chose, par exemple au sommet de la Tour Eiffel, et on disait aux gens, vous sortez en voyage astral, et vous devez nous dire ce que vous avez vu au sommet de la Tour Eiffel, puisque, soi-disant, lorsqu'on sort de son corps, on peut se téléporter un peu là où on veut. Et pour l'instant, je ne sais plus, je ne sais pas si ça a été des expériences qui ont été positives et cohérentes, et si on a ramené vraiment d'une façon certaine et vérifiée des possibilités de voir en dehors de son corps, ou si ça s'est jamais produit, je ne sais pas. Je sais qu'il y avait quelqu'un à une époque, il y a un bon moment, qui avait promis une certaine somme d'argent à qui pourrait lui dire ce qui était enfermé dans un endroit où il fallait aller en dehors de son corps et que personne n'y est jamais arrivé. Oui. Bon, D'accord. vous me direz que tout ça est quand même très subjectif. Vous avez vécu une sortie hors du corps. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est votre schéma corporel dans le cerveau qui s'est arrêté. Je n'aurais pas cette prétention. Mais voilà, je ne sais pas. Alors, Oui, je ne sais oui. pas ce que Laurent en pense. Non, non, mais là, pour le coup, j'en pense rien. Tu as énuméré les différentes possibilités d'un point de vue scientifique, en tout cas. Après, le reste, je pense que ce qui est essentiel, en tout cas pour Gabriel, et toi-même ayant eu l'occasion de faire de la méditation et des états qui étaient associés, ce que l'on vit est très réel. Et les personnes n'ayant jamais vécu ce genre d'état de conscience, pour le coup, auront beau nous dire que c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit. Bref, ça prend, à l'image des carmélites dont tu nous parlais, ça prend une réalité, une tangibilité dans notre expérience, dans du ressenti, qui nous amène à dire que ce qu'a vécu Gabriel a cette force, quoi. Mais je ne mets pas du tout en doute, hein. Oui, Je oui. dis simplement que dans l'état actuel de ce que j'ai pu parcourir, personne n'a jamais apporté une preuve formelle qui est vraiment une sortie hors du corps. Mais Voilà. tout ce que vous dites là est intéressant concernant ce qui peut se passer une fois qu'on est hors du corps ou une fois qu'on a la sensation d'être pure conscience. Donc, mais le point, comment dire, sur lequel, enfin le point qui m'intriguait, le point que je posais là, euh, c'était, parce que moi c'est surtout ça en fait qui m'a dans un premier temps extrêmement surpris, presque choqué quand j'ai connu cette expérience, c'est cette espèce de sensation d'arrachement hors du corps, Oui, alors comme un c'est... Oui. bouchon de champagne qui jaillirait, vous voyez. Oui, alors ça a Alors été là, il y a quelque relaté, chose, ça. je veux dire, au niveau physiologique. Est-ce que
Est-ce que la science s'est penchée là-dessus? Je ne sais pas. Sur l'aspect corporel, j'ai envie de dire, de la question. Bah, vous savez, Ou énergétique. il y a toujours des scientifiques, et heureusement, pour aller essayer de défricher ces terres inconnues. Ils sont en général montrés du doigt par les autres scientifiques en disant ils sont complètement fous, etc. Mais il y a eu des études sur les voyages astro. Oui, il y a eu des scientifiques qui ont même demandé à des gens de reproduire. Et je crois qu'il y a des gens qui arrivent par un entraînement à pouvoir sortir de leur corps. On leur a mis des électroencéphalogrammes. On n'a jamais rien conclu sur ce. Enfin, à ma connaissance, dans l'état actuel de ce que je sais moi. Il n'y a pas eu de conclusion sur. Alors que sur, par exemple, la télépathie, on a beaucoup plus avancé là-dessus. Ou les NDE. Ou Là, les il y a eu NDE. bon nombre de. On a beaucoup ouais. avancé. Ah, pourquoi Sur les sorties hors du corps, c'est vrai, j'ai jamais vu quelque chose de concluant, totalement concluant. Parce que je trouve intéressant, je terminerai là-dessus, pour ce qui me concerne, c'est que, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans les expériences de sortie hors du corps, en tout cas telles que j'en ai connu une, c'est ce qui se rattache au corps physique, quoi, ou en tout cas une partie, un élément du corps physique dont on ressent nettement la manifestation. Alors pour le coup, il y a une espèce de dissociation, on ressent ça vraiment très fort, très concrètement, quoi. Oui, Donc, oui, ça, mais voilà. je veux bien vous croire, et c'est très intéressant d'ailleurs ce que vous rapportez. Comme ça, intuitivement, je vous dirais que j'ai tendance à y croire. Je pense qu'il doit y avoir un moyen, pourquoi pas après tout. Pourquoi est-ce que notre conscience serait enfermée dans notre corps? C'est pas du tout prouvé ça. D'ailleurs, alors là par contre, il y a des théories sur le cerveau qui sont très avancées, qui Ça, semblent. moi, je me pose même plus de questions quant à ça, quant au fait de savoir que la conscience peut se promener Oui, hors du corps. oui, oui. Parce que ça peut arriver aussi, je veux dire, il peut se produire des voyages de conscience, ou disons des errements, des sorties de conscience, sans qu'il y ait la sensation corporelle dont je parlais, de sortie hors du corps. Moi, j'ai connu ça quelquefois fugacement, c'est-à-dire le fait que ma conscience était dans un paysage, enfin ça s'est pas produit souvent, mais quelquefois se promenait dans un endroit comme ça, voilà. Oui, alors ça, on a beaucoup Mais ça je gardais la sensation de mon corps, hein. Oui, mais on a beaucoup ça en hypnose. Ça, en hypnose, on peut avoir ça très facilement, c'est-à-dire que la personne se retrouve dans un endroit très réel, très concret, donc elle peut relater en revenant. Alors après, évidemment, toutes les explications sont possibles, vie antérieure, voyage, bon. Mais ça, disons que ça, c'est un peu moins surprenant. Ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est cet arrachement. Et je l'ai déjà lu ailleurs. Voilà. Et il y a même des gens qui parlent d'un son, qu'ils ont entendu un son très précis au moment où ils sont sortis. Oui, oui. Hein. Il y a différentes descriptions Voilà. qui Mais sont faites. Ça, c'est très intéressant parce que C'est vrai. là, effectivement, il y a un arrachement, donc quelque chose se passe. Mais, Dans mon cas, la sensation précise, c'était j'étais allongé sur mon lit quand ça s'est produit, et j'ai eu la sensation de dévaler d'un seul coup, sans que ça prévienne du tout, de dévaler un escalier mécanique, comme ça, donc une sensation de descente. De chute, oui. Et en fait, j'ai réalisé après coup que c'est comme si ça avait été mon enveloppe physique, justement, qui allait vers le bas, alors qu'autre chose allait vers le haut, vous voyez? Écoutez, c'est possible, mais de toute façon, vous savez, Enfin, voilà. vous avez toujours la théorie réductionniste. Je ne veux pas abuser Par exemple, les NDE, les médecins et les psychologues et les psychiatres réductionnistes disent que c'est tout simplement le cerveau qui manque d'oxygène et qui produit ces manifestations délirantes qu'on appelle des NDE. Oui, oui. Les positivistes disent pas du tout, c'est pas ça du tout. Bon, et ça fait un moment que tout le monde s'engueule. Et puis c'est très difficile de savoir qui a raison dans cette histoire. Ouais. Moi personnellement, je préfère beaucoup les positivistes parce que je les trouve plus complets, notamment comme Mario de Beauregard qui est vraiment un scientifique digne de ce nom et qui explore. Les réductionnistes, ils veulent tout ramener à un effet physiologique.
Et ils n'ont pas totalement tort, parce qu'on sait que le cerveau est extrêmement fin et qu'il suffit d'un changement chimique à l'intérieur du cerveau et toutes sortes d'hallucinations peuvent apparaître. C'est compliqué, c'est vraiment un domaine extrêmement compliqué dans lequel il ne faut pas trop croire, il faut expérimenter. Vous avez fait une expérience très intéressante, formidable. Je trouve que vous avez raison de la relater. Et pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas conclure sur quelque chose comme ça. C'est chacun qui doit se faire son opinion. Oui. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Au Au revoir Gabriel, merci à toi. Alors, Daniel, j'aimerais te relire un petit passage de notre chamane, Corinne Sombrin. Bien retrouver juste le passage, hein. C'est du direct pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors, voilà. Pendant la transe, j'avais plus de force que dans un état normal. Ça rejoint donc la dissociation ou ces femmes qui soulèvent une voiture quand leur enfant est sous la voiture. Exactement. Je ressentais beaucoup moins la douleur. On Normal retrouve donc aussi. l'hypnose, la transe. Ouais. Je vivais un phénomène de dépersonnalisation en me transformant en loup. Alors pourquoi le loup? Ça serait une question. On pourrait peut-être aborder les archétypes, je ne sais. Je perdais la notion d'espace et de temps. Ok. Mes sens s'ouvraient à une autre perception de la réalité. Je voyais, entre guillemets, les yeux fermés. Donc là, on peut se demander dans quelle mesure on projette la conscience, de même que lorsque tu abordes l'hypnose, tu amènes ceux et celles qui se posent sur le sofa à voyager, si on peut dire ça comme ça, Ouais, et à voir concrètement. Oui, et vous, ouais. Donc là, je répète, je voyais les yeux fermés des animaux, des personnages, des représentations géométriques. Là, pour le coup... Ça, c'est très hypnotique. Alors Ça, là, les représentations géométriques, on le trouve tout le temps dans la transe. Les gens voient des cercles, des carrés, des ronds. Alors je pense que ça, c'est simplement parce que le cerveau est en train de rentrer en transe. Donc il produit un certain nombre de figures. Ça, je le retrouve constamment, ça. et notamment à travers, là, alors pour le coup, ceux et celles, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir l'association Francis Pibaud et puis des chamans à l'antenne qui mettent en avant justement le côté kaléidoscopique Oui, qu'on tout à retrouve fait. dans le film de Yann Kounen, Autre Monde. Très bien d'ailleurs. Ouais. Ouais, Tout à fait. donc ces formes géométriques, elles sont présentes. Donc on y reviendra. Mes mains pouvaient toucher l'air, Ouais. sentir des formes en lui. J'entendais des chants que je ne connaissais pas, je me mettais à les chanter, je sentais autre chose que des odeurs. Comme si soudain, mes sens, mon cerveau s'ouvrait à des capacités inconnues, plus subtiles, à une sorte d'hyper-intelligence perceptive qui me permettait d'appréhender la réalité différemment. Mais là, on est d'accord que c'est pas loin de la psychose aussi. Hein, si on veut être objectif. Oui, tout à fait. Il y a un côté psychotique, c'est-à-dire elle ne sait plus très bien si elle perçoit, si elle sent, si elle est revêtue d'un certain nombre de stimuli comme ça. Alors ça, c'est une chose qu'on constate dans la transe en général, c'est que la personne devient hyper réceptive à l'environnement. Elle entend tout et elle a l'impression qu'elle voit et il y a une espèce de surconscience qui se met en place. Et ça a fait dire d'ailleurs à des chercheurs que l'hypnose ou la transe n'était pas une perte de conscience, mais au contraire, une acquisition de conscience. Il y a tellement d'informations. En fait, l'esprit deviendrait un peu floconneux quand même, l'esprit conscient, je veux dire, parce que le nombre d'informations qui arriveraient serait tellement important que ça ne suivre pas. Et c'est là où la psychose est déclenchée. Et c'est là où il y a une entrée dans une psychose transitoire. Transitoire. Ouais. Est-ce que justement, est-ce qu'on peut penser que finalement, ce qui fait qu'une psychose est une psychose, c'est que cet état dans lequel on rentre, cette autre dimension, n'est pas maîtrisée. C'est pour ça qu'on parle, pour l'être réalisé, de maîtrise. On parle du maître, dans le sens où il maîtrise l'espace-temps ou les dimensions dans lesquelles il évolue. Voilà, il accepte de rentrer dans la psychose, justement pour aller au-delà. Alors que le psychotique, lui, il reste dans la psychose, il la décode mal et c'est générateur d'une angoisse terrible. Et il va reconstruire le réel pour se sortir de cette angoisse. Et c'est pour ça qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'extase chez le psychotique, qui à mon avis correspond vraiment à une transe très forte, et ensuite le temps de la reconstruction délirante.
Et il va rester dans... C'est là où je Il y a crois... une non-intégration de voilà. ce qu'il a vécu. Pour poursuivre notre thématique du début, il y a un décalage terrible entre la psychose à ce moment-là et l'état mystique. C'est plus du tout pareil. À ce moment-là, ça se décale complètement. Mais au début, c'est pareil. Il y a l'entrée, pareil. L'entrée est la même, voilà. Alors, tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai pas les noms en tête. Lorsque le LSD est arrivé, qui est-ce qui a lancé le LSD déjà? Je dois bien le savoir. Tu veux dire Timothy Leary? Voilà, Timothy Leary. Ouais. Merci à toi. Oui, ça a été à mon bouquin de chevet quand j'avais l'âge du patron. Voilà, l'âge du patron de la radio. Ouais. Ouais. Puisqu'on a à peu près le même âge, lui et moi. Alors, justement, ce qui est intéressant avec cet homme, c'est que lorsqu'il met au point le LSD, en expérimentant le LSD, il se dit en lui-même, ça y est, je sais ce que c'est que la réalisation, que Dieu, l'extase mystique, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai... Mais ça l'est. Hein. Ouais. Alors, moi j'en ai pris. Hein. Alors, justement, tu vas nous en expliquer, mais pour continuer la petite histoire, c'est que ce dernier se dit, maintenant que j'ai créé l'outil, le moyen de se connecter à Dieu, et donc plus besoin d'ascèse, eh bien, je vais aller voir ceux qui se disent éveillés en Inde, je vais en chercher un, je vais en trouver un, et puis je vais en avoir un dans ma petite poche, et je lui donnerai le moment voulu. Et Timothy Leary, donc, part en Inde, et on sait qu'il a fini sa vie en étant justement dans une ascèse méditative. Il a suivi des enseignements auprès d'un maître, voire de plusieurs. Ce dernier décide donc de partir en Inde, rencontrer un maître à qui on qualifierait le titre de maîtrise, de maître, donc d'être éveillé. Et donc Timothy Leary, une fois rencontré un maître, lui passe justement le fameux LSD, un petit bout d'acide. Un petit bout d'acide en lui expliquant que voilà, pour lui, il a découvert la connexion avec Dieu et d'arriver à la maîtrise. Et ce dernier en prend une quantité, j'entends le maître en question, en prend une quantité astronomique au vu de ce que Timothy Leary avait emporté. Et Timothy Leary le regarde en disant, celui-là, il va partir, il va déconnecter et décoller totalement. Et en fait, ce qui était marrant de constater, c'est que le maître en question était toujours aussi équanime, pour reprendre ce fameux terme, et ça s'amusait à un point tel que de temps en temps, il clignait un peu de l'œil, un petit clin d'œil auprès de Timothy Leary. Et ce dernier n'a vu aucune différence dans l'état d'être de ce maître entre avant la prise du LSD et après. La question donc serait de savoir, finalement, ce qu'est ce LSD, ce qu'il permettrait, en tout cas toi qui as eu l'occasion d'expérimenter, et finalement de certains qui sont restés perchés avec ce genre de produit, justement de peut-être définir la schizophrénie par rapport à cette peut-être non-maîtrise ou non-acceptation de ce qui s'ouvre comme pan de ce que pourraient être ces autres dimensions ou ces autres réalités, ou la réalité. Alors, je pense que ça a été essayé. On a donné à des schizophrènes du LSD, en fait. Et il y a eu à peu près, si je me souviens bien, la même réaction que le maître en question. Ça n'a pas déclenché... Ouais. C'est intéressant. En fait, on leur avait pas donné une grande quantité, si je me souviens bien, parce que c'était quand même un essai clinique. Donc, mais il n'y a pas eu de réaction particulière. Tout ce que je peux dire, c'est que... Alors ça, le seul cobaye humain que je connaisse, c'est moi. C'est que... alors heureusement, on ne va pas parler d'acide parce que c'est il y a longtemps que j'en prends plus. Ça doit remonter à 40 ans. Mais l'alcool, par exemple, comme je pratique beaucoup l'hypnose toute la journée, puisque je dois voir 7 à 8 personnes, donc je me mets en transe aussi, puisque ça fait partie du jeu. C'est-à-dire les gens partent en transe, mais moi aussi. J'ai remarqué, j'ai constaté que l'alcool avait très très peu d'effet sur moi depuis quelque temps. Et même en prenant des quantités assez importantes, effectivement, je n'ai pas cette sensation, malheureusement, j'ai pas cette sensation de déconnexion et de libération que me donnait l'alcool il y a encore 15 ou 20 ans, c'est vrai.
je bois, je sens un petit effet, mais c'est tout. Alors, mes amis, ils sont mal intentionnés, comme tous les bons amis, me disent c'est parce que j'en ai trop absorbé et que je réagis plus, comme tous les alcooliques. Mais c'est pas mon cas, je prends très peu de choses comme ça. Donc, est-ce que la transe pâlit ou est-ce que il y a certaines théories que, en pratiquant la transe régulièrement, le cerveau se modifie, les plaques neuronales se modifieraient. Bon. Alors, mais l'expérience, oui, je l'avais lu, l'expérience de Timothy Leary, ça l'avait complètement étonné. Bluffé au point qu'il a ouais. décidé justement de suivre par la suite une ascèse, une Ouais, sadhana. Hein. ouais. Bah, je pense que le cerveau des gens qui pratiquent beaucoup une technique méditation ou de l'hypnose ou des choses comme ça doit se modifier au fur et à mesure. Mais c'est très lent. Je pense que ça demande des années de pratique. Je pense que les sages aux Indes ou ailleurs, c'est des gens qui ont travaillé peut-être 20, 30, 40 ans, tous les jours, et qui n'ont fait que ça, ce qui est difficile dans notre monde occidental. Et que, oui, je pense que, j'imagine que même biologiquement, leur cerveau a bougé. Maintenant, pareil, ça n'a pas été prouvé, mais en tout cas, leur état de conscience a bougé, c'est sûr. Alors, pour le coup, puisque tu as expérimenté le LSD, et que certains autres l'ont expérimenté, mais ont perdu les pédales, comme on dit, ils sont restés perchés. Ouais, mais j'ai un de mes amis qui est resté perché à vie, qui est en hôpital psychiatrique depuis 25 ans ou 30 ans. Ouais. Alors là, pour le coup, quelle pathologie lui a été édictée? Là, disons qu'il est en perte il a plus de relation. C'est une espèce d'autisme, en fait. D'ailleurs, il y a une partie des neurones qui ont dû griller. Là, pour le coup, on peut parler de schizophrénie? Non, En catatonie non, non, c'est pas, c'est une sorte d'autisme, en fait. C'est-à-dire qu'une partie du cerveau fonctionne plus. Donc, les neurones ont grillé. c'est même pas une maladie psychiatrique en tant que telle, c'est vraiment c'est physiologique, hein, oui. Parce que le problème des neurones, c'est qu'ils se remplacent très lentement. Ils se remplacent, hein. Avant on pensait qu'ils se remplaçaient pas. Ils se régénèrent mais extrêmement lentement. Donc si on grille une partie des neurones avec une substance, bah, une partie du raisonnement, de la concentration n'existe plus. Donc la personne est... C'est comme si on lui enfonçait un pieu dans la tête, hein. Oui, ou un disque dur, on voilà, hein. l'efface au On trois-quarts. peut même plus parler d'une maladie psychiatrique, c'est une maladie physiologique, c'est-à-dire il y a une partie du cerveau qui est morte. Et ces gens-là, ils ont dû en prendre des quantités, je te raconte pas, hein, pour arriver à cet état. Mais une fois qu'ils y sont, ils grillent une partie. Alors, est-ce que justement le fait de griller la partie en question, au-delà de la quantité, est-ce que on pourrait parler de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Le fait de ne pas être forcément prêt à ce qu'on va pouvoir peut-être percevoir ou apercevoir, c'est-à-dire Oui. l'état d'esprit peut être important là aussi sur le fait de... Tu parlais tout à l'heure de la transe et du côté rituel à aborder, chose qui n'est pas dans les teufs, rêves, hein, ouais, les les rêves teufs, parties, ouais. comme on dit. Est-ce que justement le fait de prendre du LSD sans y être accompagné, encadré dans un climat peut-être aussi bien spécifique, hein, encore une fois le rituel, peut amener une personne à faire un bad trip au point que cette dernière, je ne sais, on vient à être schizophrène, paranoïaque. Oui, là c'est autre chose. C'est-à-dire c'est pas au niveau physiologique, mais c'est au niveau psychique. Ça disjoncte complètement. Elle peut tomber dans la folie, oui. Oui. Ça oui, il y a des cas d'ailleurs. Ouais. La personne est devenue schizophrène, surtout paranoïaque. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus paranoïaques après LSD. Ils sont devenus complètement mégalos, paranoïaques. Enfin, ils sont jamais redescendus. Oui, oui. Alors maintenant, comment ça se passe physiologiquement, je ne sais pas. Est-ce que les psychiatres le savent? Je ne sais pas. Sans doute, il y a dû avoir des études. Donc c'est une sorte d'accélérateur de prise de conscience, mais qui Oui. peut avoir pour le coup de prise de conscience de quoi? De ce qu'est la réalité, de ce que ces fameux êtres éveillés Ouais. perçoivent Le réel. apparemment, le Ce qu'on réel. appelle Hein. le réel. Tout Ouais. à fait, puisqu'ils nous disent que nous, de leur point de vue, on vit dans l'illusion. Oui, c'est ce qu'il y avait dans le film Matrix, hein, qui était très très bien rendu. Je l'ai entendu sur l'antenne, là, le son de Matrix l'autre jour. Je sais pas pourquoi. Et le texte de Matrix. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement fort ce film en fait. Et on s'en rend pas compte sur le coup. Et
peut-être qu'effectivement l'éveil donne... c'est comme un éveil dans la matrice. C'est-à-dire tout d'un coup on se rend compte qu'on est dans une matrice, en fait. Et je pense que c'est assez similaire à ça. Et que certains ne sont peut-être pas prêts à voir. Le choc doit être... Alors c'est pour ça qu'on revient encore une fois sur la psychose et du côté de mystique qui apparaît de prime abord au début de la psychose. Ouais, l'extase. L'extase, ce fameux extase. Mais par contre, est-ce qu'on est prêt à vivre cette extase et du prix à payer quelque part de voir ce qu'est la réalité, de sortir de la matrice? Certains peut-être, comme on a pu le dire, ne sont pas prêts à l'accepter et donc reviennent, je dirais, avec pour compenser le fait que pour eux c'est trop, ça les dépasse. Eh bien, ils recréent un univers fou. Ici. Plutôt que de perdre l'univers. Parce que si je me réfère par exemple à Laszlo, qui a fait une conférence récemment, Hervé, qui est quand même un grand philosophe, mais quand même un scientifique, hein, si j'ai bien compris ce qu'il explique, la réalité n'a pas d'existence objective. Le réel, oui, mais la réalité, c'est une construction entre notre cerveau et le quantique, en fait, le monde quantique. C'est vrai que si on prend conscience que le réel n'est pas réel, il y a de quoi devenir fou. Hein, parce que toutes nos bases, tous nos ancrages, je dirais, explosent. Donc qu'est-ce qui reste, en fait? Il reste la conscience. Et c'est pour ça que de ces êtres éveillés disent « j'ai atteint la vacuité ». Mais qu'est-ce que la vacuité? C'est ça. Et c'est justement ce vide qui est tout à la fois. Qui est plein. En fait. Et qui est plein. Mais pas dans la forme. Les formes commencent à disparaître. Il y a juste de l'énergie. En fait. Et ça rejoint ce que perçoit cette chamane, cette transe, hein, Corinne, qui finalement en vient à toucher, à percevoir, à ne pas avoir forcément de frontières. Elle voit au contraire certaines frontières qui sont différentes de celles de notre réalité apparente, mais où il y a cette notion d'unicité malgré ces nouvelles perceptions. Où il n'y a plus de différence entre justement le loup, même si elle sent le loup, elle le vit, elle l'incarne, mais entre elle et le loup, il n'y a plus de différence. Il y a cette dissociation, en ayant conscience qu'elle fait partie de cette goutte dans l'océan. Oui, mais je dirais que ça, c'est le premier stade. Et le deuxième stade, c'est ce qu'ont décrit certains auditeurs tout à l'heure en appelant, c'est qu'il y a une perte de conscience. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive régulièrement, quand je fais mes hypnoses donc avec mes patients, pendant 1 minute, je suis absolument plus là. Et je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Heureusement que le patient est dans le même état. Mais s'il y avait une caméra, je pense que pendant facilement 1 minute ou 2, j'ai pas parlé, j'ai rien dit, je suis plus là. C'est-à-dire, il n'y a absolument plus de présence, de conscience. Et après, je reviens et je me rends compte que c'est exactement ce qu'a décrit la personne tout à l'heure avec le métro. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire que je comprenais très bien. Parce que je comprenais vraiment très bien de quoi il parlait. Mais moi, ça m'arrive sur mon fauteuil d'hypnothérapeute constamment. C'est-à-dire, je disparais. Alors, est-ce que c'est agréable? J'en sais rien, puisque je suis plus là. Mais c'est pas désagréable. Je rentre pas avec le cœur qui bat. Etc. Non, c'est comme être absorbé à l'intérieur de quelque chose et d'en faire partie, mais sa propre conscience disparaît complètement. Alors que ce que décrivait la chamane, elle était encore dans une forme d'hypnose symbolique, de transe symbolique, avec cet esprit du loup qui est très important chez les chamans. Ça dépend, mais en Sibérie, oui, le loup. Donc l'archétype du loup qui vient. Mais ça reste encore très conscient, voilà. C'est-à-dire que elle est encore dans un schéma conscient. Elle est consciente dans l'inconscience. Mais l'étape d'après, c'est qu'il n'y a plus rien. Tout disparaît. Donc on ne peut même pas en parler en revenant. Donc c'est beaucoup moins intéressant, c'est vrai, mais à mon avis, c'est un état beaucoup plus profond. Alors la question qui me vient, c'est toi qui as abordé le LSD dans tes jeunes années. Oui, enfin, n'en fais pas des tonnes non plus. Non, mais je voudrais... veux pas avoir les stupes sur le dos. Il y a 45 ans, hein. Il y a prescription. Malheureusement, je veux dire. Alors, j'ai dû en prendre 3-4 fois. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'au tout début de l'antenne, je l'ai ouverte en abordant les états modifiés de conscience. Ouais. Ok. Ouais. Et notamment des drogues.
et Ouais. j'ai mentionné, qu'est-ce qu'une drogue? Une drogue, c'est un élément extérieur à soi envers lequel on est dépendant, Oui. envers lequel on a un attachement Ouais. excessif. Oui, parce que ça permet d'atteindre un état de conscience qu'on ne peut pas obtenir sans. Voilà. Mm. Donc, chocolat, alcool, Ah bah, toutes une sortes. personne, n'importe quoi, dès le moment où il y a un excès. Ouais. Dans ce sens-là, certaines drogues amènent à élever ce qu'on appelle éveiller la conscience. Mm. D'accord? Donc, c'est là où on parle de conscience modifiée. Et dans ce sens-là, l'alcool peut permettre, désinhibe, à éveiller sa conscience au fait que on n'est pas uniquement quelqu'un qui peut être enfermé, timide, mais qu'on peut être aussi potentiellement, en tout cas, on utilise un biais, un tierce objet, j'allais dire, pour accéder à ça, mais on l'a déjà en nous, Ouais. d'une certaine manière. Oui, sauf que l'alcool ferme quand même. C'est-à-dire que c'est pas une drogue qui éveille la perception. La sensation agréable qu'on a par l'alcool, c'est parce que justement, une partie de notre cerveau se met en sommeil. C'est un inhibiteur de l'activité cérébrale, l'alcool. Oui, mais vu que l'activité cérébrale est aussi peut-être due à des conditionnements, à des habitudes, Ah oui, oui, justement, ça. Non, mais là, je suis d'accord. est-ce que ces Ça habitudes sont- désinhibe. est-ce Mais que ça désinhibe par le négatif, si tu veux. Ça coupe un certain nombre de secteurs du cerveau qui arrêtent de fonctionner. Et donc, ça réduit. Donc, on ne peut pas dire que ça éveille la conscience. Ça réduit au contraire la conscience. Et c'est parce que ça réduit la conscience qu'on se sent bien. C'est un paradoxe. Mais c'est comme ça. Bon. Alors que les drogues hallucinatoires ou le LSD, c'est l'inverse. Ça va augmenter la perception globale. La cocaïne aussi, hein, ça éveille la perception globale. Donc ce sont des drogues, je dirais, enfin j'ai horreur de dire ça, mais enfin c'est des drogues d'ouverture. C'est-à-dire c'est des drogues qui ouvrent, alors que l'alcool est une drogue qui ferme. Marijuana La marijuana, le problème de la marijuana, c'est que c'est l'un ou l'autre, mais des fois ça dépend des gens. Il y a des gens, ça va les ouvrir, et il y a des gens, ça va les fermer. L'héroïne ferme. Alors là, l'héroïne, c'est un anesthésiant, hein, en fait. Donc, la personne est complètement anesthésiée par l'héroïne. Donc, ça ferme pratiquement complètement. Mais comme elle est dans un trip... en général, les gens qui prennent de l'héroïne, ils ont des gros problèmes mentaux. Enfin, pas qu'ils sont fous, mais la pensée... Donc, ça va couper la pensée. Donc, la personne est comme paralysée par son shoot. Et elle en éprouve un plaisir parce que pour une fois, elle est libérée de tout ce bordel. De sa névrose. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais donc c'est comme l'alcool. Mais le LSD, non. Et puis alors l'iboga et toutes ces plantes, alors au contraire, ça ouvre, hein, c'est sûr. Alors voilà, on parlait des formes géométriques que la chamane pouvait percevoir, formes géométriques que l'on perçoit aussi à travers la prise de ces substances psychotropes, pour le coup, naturelles. Faut le préciser, hein, c'est pas des substances chimiques artificielles créées en laboratoire comme le LSD. Hein. Ce qui m'interpelle, c'est que, je reviens sur ces chamans, ils disent communiquer avec les esprits des plantes. Voire même, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir un anthropologue qui est parti au Pérou pour pouvoir expérimenter l'ayahuasca, pour voir si justement il s'agissait d'un mythe, de rites rituels basés sur des croyances, etc. Ou alors s'il y avait une réalité derrière ça. Parce que la question qu'il avait posée au chaman, c'est mais comment vous avez su qu'il fallait telle plante et telle plante, puisque vous nous dites, oui, c'est les plantes qui nous ont dit, ou l'esprit des plantes qui nous ont dit. Il a expérimenté, et ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est que bon nombre de chercheurs scientifiques qui bossent sur une problématique quelle qu'elle soit, et qui connaissent un petit peu peut-être le potentiel de l'ayahuasca, par exemple, vont au Pérou, et avant même de prendre le breuvage, posent comme intention à faire en sorte que la plante les aide à trouver la solution à leurs problématiques qu'ils ont dans leur laboratoire. Et effectivement, la plante les aide. Ils jouent le jeu. Ouais, ils jouent le jeu. C'est bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a une résonance inconsciente. Et ça, je le comprends bien à travers l'hypnose aussi, c'est que pour que l'hypnose fonctionne, pour guérir ou pour modifier certains états pathologiques, il faut qu'il y ait une résonance. C'est comme deux métaux qui rentrent en résonance. Et cette histoire d'esprit chez les chamans, c'est ça. Il faut rentrer en résonance avec une conscience
qui est soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais comme tout est conscient, Et tout est relié. et tout est relié, finalement, c'est cette résonance qu'il faut provoquer par un code qui peut être un code symbolique, qui peut apparaître d'ailleurs pour l'indigène tout à fait réel. Ça n'a pas d'importance qu'on lui dise qu'il est en contact avec l'esprit. C'est très bien, je veux dire, c'est un cadre de représentation. L'important, c'est pas le cadre, l'important, c'est qu'il y en ait un et que ça résonne. Et ça met en résonance plusieurs choses qui sont en théorie séparées et qui, à partir du moment où ces choses rentrent en résonance, elles sont unies. On a ça dans l'hypnose, qui est quand même assez proche du chamanisme. Lorsque, par exemple, quelqu'un revient de son hypnose en disant « ce que vous avez dit a extrêmement résonné en moi ». Quand la personne dit ça, ou même, elle dit « avant même que vous prononciez les phrases, je savais que vous alliez dire ça ». Donc alors là, ça veut dire que ça agit. Et en général, la personne est beaucoup mieux, ça améliore énormément son état quand elle rentre en résonance. Pour moi, c'est ça. Alors évidemment, résonance, c'est un mot un peu vague, mais c'est, par exemple, 2 verres de cristal, on va faire un son avec un stylo sur l'un, et si on trouve la résonance exacte, l'autre va casser, ou l'autre va se mettre à faire le même son. Bon, si on le fait d'une façon très habile, l'autre va casser. C'est ça, ou un pont, par exemple. On avait déconseillé aux militaires de marcher au pas, parce que s'ils arrivaient à la fréquence exacte du pont, le pont cassait. C'est ça la résonance. Et je pense que l'acte chamanique par essence, mais je suis mal placé pour en parler, parce que je ne le connais pas aussi bien que ceux qui le pratiquent, c'est une mise en résonance. Je pense que tout acte magique, c'est une mise en résonance. Voilà, c'est bon maintenant, après, comment, de quelle façon, avec quel mot, avec quel cadre, avec quel esprit, est-ce que c'est l'esprit du loup? Je dirais que c'est peut-être pas si important que ça à partir du moment où la représentation inconsciente se fait. Ouais, donc si j'entends ce que tu es en train de dire, puisque le sans-forme ou cette vacuité, ce néant, quelque part, c'est nous tous réunis, tout ce qui est là présentement, nous ne sommes que des représentations de cette vacuité. C'est ça. Que ça prenne la forme d'un loup, d'une télévision, ou qu'importe à la rigueur. L'important, c'est que ça mette en route le processus. Voilà. Qu'il y ait cette fameuse résonance en question et que ça puisse faire avancer le schmilblick, comme on dit. Bah oui, comme disait Guy Lux. Feu Guy Lux. Ou Coluche. Feu Coluche. Ouais. Mais je pense, par exemple, l'histoire des esprits des morts et tout ça, c'est que la conscience perdure constamment. Elle ne meurt jamais. Donc, on peut accéder à l'esprit d'un mort, par exemple, parce que sa partie de conscience qui a habité ce corps pendant un moment, elle est partout. Elle est partout. C'est holographique. Voilà, c'est ça. Oui, d'où justement peut-être c'est cette visualisation qu'on peut avoir d'avoir ces fractales. Et d'ailleurs, la NASA a mis au point, je me demande si c'est la NASA, il me semble, à vérifier, je sais que c'est sur le forum de la radio, la NASA a mis au point une représentation de l'univers. Intéressant de voir justement qu'il a cette représentation fractale. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est là où on rejoint le quantique, c'est-à-dire cette interconnectivité absolue. Bon, mais c'est vrai que c'est très difficile à envisager d'un point de vue pratique, parce qu'on est quand même très limité par notre perception. Donc on peut imaginer tout ça, mais avant de le vivre, et d'ailleurs c'est le problème des physiciens quantiques, c'est que Science et Vie avait titré il y a quelques mois la physique quantique rend-elle fou? C'est vrai qu'à force de... C'est vrai, on peut se poser la question, parce que ce qu'ils ont découvert sur la matière, sur l'interconnectivité de toute chose, sur le fait que le temps à la limite n'existe pas, enfin que... Bah ouais, si on veut l'appliquer dans notre monde pratiquement, ça peut rendre fou, ça c'est sûr. Ouais. La vision du monde est complètement... C'est un nouveau paradigme, on a beaucoup de mal à rentrer dedans. Et quand j'ai regardé les films qui ont été faits sur le quantique, tous ces films américains, là, What the Bleep Do We Know, voilà, etc., on regarde ça, mais on se dit...
C'est bien ce qu'ils ont fait pour essayer de nous expliquer, mais c'est pas encore ça la réalité en fait. Ils ont fait une représentation mais c'est au-delà. Et un physicien quantique nous dira que tout ce qu'on discute entre nous sur le quantique, il est mort de rire parce que c'est encore au-delà. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était très versé dans la physique quantique, un vrai, qui m'a dit qu'effectivement, tout ce qu'il lisait sur la physique quantique, même dans les journaux, disons, scientifiques, enfin, parascientifiques ou genre Science et Vie, donc c'était pas ça non plus, quoi. Et que la seule façon d'envisager le quantique, c'est par les équations. Parce qu'on ne peut pas le représenter. Ou par l'expérience. Voilà, ou par la sensation, la perception qu'on peut avoir dans les trans. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc soit on essaye de l'expliquer d'un point de vue rationnel, soit on essaye de le vivre. Mais même d'un point de vue rationnel, ils n'y arrivent pas. Donc c'est uniquement les équations mathématiques. Oui, mais enfin, ce qui est encore une fois très abstrait. Maintenant, le vivre, que ce soit à travers justement des expériences chamaniques ou à travers des drogues comme le LSD, le fait d'amener cette ouverture, puisque tu parlais d'ouverture tout à l'heure, hein, encore une fois, et de justement ne pas forcément saisir ce qu'on touche du doigt, très subrepticement. C'est ça, c'est exactement ça. Mais dès le moment où on ne saisit pas... Ne pas le saisir, mais ne pas essayer. Ah oui. Si on essaye, on va le figer. Voilà, d'où la schizophrénie ou la... Voilà, si on essaye à tout prix de saisir ces états... Ce qui n'est pas possible, enfin c'est tellement... on devient fou. Non, on devient fou et ouais, c'est pas bon. On n'est pas prévu pour ça. Je crois que l'être humain n'est pas prévu a priori. Quoique. Mais dans l'état actuel, c'est-à-dire, il a besoin de maturation, l'être humain. Hein. Préparation. Il est relativement jeune, l'être humain, à l'échelle de la Terre. Finalement, quand on réfléchit, ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, 600 000 ans, enfin, je sais plus. Je dirais des conneries. C'est petit par rapport à l'échelle de la Terre qui est là depuis, je sais pas combien de milliards d'années. Donc l'être humain, c'est encore un bébé, en fait. Hein, et il peut encore muter. Moi, je crois pas du tout à la disparition de... La nature a créé un truc trop complexe et trop beau pour que ça disparaisse comme ça. Il y aura des mutations. Mais tant que la nature nous prête vie, on va pouvoir se développer, muter. Notre cerveau devrait muter. Notre cerveau n'a pas bougé depuis l'apparition de l'homme sur la planète. Il n'a pas changé. Parce que c'est très long. Si notre cerveau changeait un tout petit peu, déjà on arriverait à comprendre certainement plus. Ou la connexion de nos la cerveaux. Connexion, oui. Parce que c'est là où on parle des ondes θ, hein, oui. Encore une fois, hein, qui là pour le coup mettent en avant ce que peut être la transe, alors que notre cerveau au quotidien de ce qu'il émet comme ondes avec les ondes bêta, oui. On est très loin effectivement de ce qu'on pourrait être. Oui, on pourrait être certainement en ondes θ constamment et en ondes bêta en même temps. On devrait... Oui, c'est ça. On devrait pouvoir avoir cette possibilité. Mais peut-être que l'éveil, c'est ça, d'ailleurs. Cela dit, je ne sais pas si on a mis un être éveillé sous scanner. Il y en a un en Inde qui... Il peut y avoir des tentatives, quoi. Qui vit justement de lumière, enfin qui ne mange rien, qui ne boit rien, il n'y a aucun sel. Ça a eu les articles, c'était début de l'année, je crois, 2011. Et ce dernier a suivi une batterie de tests. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont conclu ? Ouais, alors, ils ont noté qu'il y avait un trou dans son palais par lequel se répandait un liquide qui lui permettait apparemment de se nourrir. Et quand on lui a posé la question, il a dit que c'était la déesse qu'il avait rencontrée quand il était jeune, qui lui avait dit de toute façon, tu n'auras plus besoin de manger, de boire, tu seras dans la dévotion continuellement. Et la substance qui le nourrit vient d'où ? Ça, par contre... Je ne peux pas te dire plus. Mais en tout cas, je sais qu'une batterie de tests encéphalographique a été faite. De là à définir quelles ondes, justement, animent cet homme, je ne sais pas. Mais des fois, je suis un peu sceptique sur ces trucs-là. Mais bon, parce que les hindous, ils peuvent être très malins aussi. Hein. Il n'y a pas qu'en Inde. Pour non, mais ils peuvent être très escrocs quand ils veulent. Hein. Alors évidemment, ça semble magique, mais il faudrait vraiment être certain qu'il n'y ait pas un truc derrière. Là, pour le cas présent, il y a eu les militaires, il y a eu sécurité, quelqu'un auprès de lui tout le temps avec les caméras. Non, il ne se nourrissait pas du tout. Non, pas de sel, rien. Pas de fraude possible. C'est extraordinaire. Comme quoi,
de ce qu'est la réalité, la vraie, j'entends. Si on Le arrive- réel, le réel. Le réel, ouais. Dépasse effectivement notre petit moi Ah oui, et avec notre conception, notre compréhension. On arrive à la fin de cette émission. bon, bah, Hein super. On a quand même tenu 4h30. 4h30, Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Daniel Goldschmidt avec nous, invité du magazine Énergie Positive, pour nous parler justement des états de conscience modifiés, altérés, expansés. Enfin voilà, Daniel Goldschmidt, hypnothérapeute, psychothérapeute. Daniel, un grand merci pour nous avoir permis d'aborder justement cette limite qui est très 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 fine entre la folie et voire la sagesse. Comme quoi, Ça se rejoint. ah oui, beaucoup. Merci à toi, Daniel. Merci à toi. On rentre bien. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de nuit à notre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.